Épique Époque, regard croisé et illustré pour mieux comprendre les défis de notre temps, des conférences proposées par le Jardin des Sciences en partenariat avec RCF Alsace. Eh bien, bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue pour une nouvelle soirée et un nouvel épisode d'Épique Époque, le cycle de conférences qui aborde des sujets d'actualité et des grands défis de société adressés par les regards croisés de scientifiques ou professionnels de plusieurs disciplines. Nous sommes ce soir encore une fois dans le cadre splendide du planétarium du Jardin des Sciences de l'Université de Strasbourg et nous avons la chance d'être enregistrés pendant cette conférence, bientôt disponible en podcast sur le site de la RCF qui est partenaire de l'événement. Cet événement est organisé par Margot Zink, chargée de mission et de programmation des conférences et d'actions culturelles en territoire au Jardin des Sciences de l'Université de Strasbourg. La soirée sera également capturée en dessin, en direct, par Hélène Bléau, à la régie en haut, illustratrice et autrice de bande dessinée, et nous pourrons découvrir ses croquis à mi-chemin et en fin d'émission. En coulisses, des petites mains nous aident pour rendre cet événement possible, pour l'accueil, l'intégration des documents à projeter. Donc je tiens à remercier Antoine, Jean-Yves, Mélanie à l'accueil et Geoffrey ce soir. Je m'appelle Eléa Eberlé, je suis médiatrice scientifique indépendante et j'aurai le plaisir d'animer l'échange ce soir autour d'une question qui, je suis certaine, va déchaîner l'auditoire du planétarium, autant qu'il a fait se déchaîner les médias en tout genre ces dernières années, le langage inclusif. Et pour aborder cette question, deux personnes valent mieux qu'une, et c'est pourquoi nous avons invité Pascal Gygax, psycholinguiste à l'université de Fribourg en Suisse et non en Allemagne. Vous êtes très actif tant dans la recherche sur le sujet que dans les médias, et vous êtes notamment auteur d'un ouvrage, Le cerveau pense-t-il au masculin ? Bienvenue Pascal. Nous avons également à ma gauche Sophie Bailly, sociolinguiste et professeuse de sciences du langage à l'Université de Lorraine, au laboratoire ATILF, non moins active sur le sujet et qui a notamment écrit un ouvrage intitulé « Les hommes, les femmes et la communication, mais que vient faire le sexe dans la langue ?» aux éditions L'Harmattan. Donc, bienvenue. Sophie. Il ne nous reste plus qu'à saluer les personnes les plus importantes de la soirée, c'est-à-dire vous dans le public, de venir toujours aussi nombreux et nombreuses. Vous aurez l'occasion de poser ce soir toutes vos questions en fin d'échange aux intervenants. Alors n'hésitez pas à les noter ou à les garder en tête quand viendra le moment de vous passer le micro. Et je pense que sans plus attendre, nous pouvons déjà applaudir toutes les intervenantes ce soir. Et il ne nous reste plus qu'à rentrer dans le vif du sujet. Alors la question du jour n'est pas évidente. Le langage détermine-t-il la société ? Donc je suis sûre que vous avez tous les deux des éléments très concrets pour répondre à cette question. Mais avant de le faire, je pense qu'il vaudrait mieux préciser déjà quelques termes et quelques définitions. Pourquoi parle-t-on de langage et pas de langue dans la question ? Est-ce que vous pourriez d'abord nous expliquer qu'est-ce que le langage exactement ? Voilà. Merci beaucoup pour cette question. Bonsoir tout le monde. Je voudrais vous remercier pour cette invitation. Je suis vraiment ravie d'être ici, dans ce lieu assez magique, je dois dire. Donc, alors, c'est vrai, c'est peut-être plus facile de dire en quoi le langage détermine-t-il la société que la langue. Je sais pas, ça vient plus naturellement. Alors, c'est vrai qu'en français, on a deux mots. En anglais, il n'y en a qu'un, language, qui sert à faire les deux choses. Mais nous, on a les deux. Alors, en tant que sociolinguiste, moi, je définirais comme ça. Je dirais que le langage, c'est ce qui sert à la communication et n'est pas propre à l'humain. Donc, on a peut-être des petites abeilles et des petites fleurs. Oui, voilà, c'est ça. On peut parler du langage des fleurs, du langage des abeilles, du langage par signaux de fumée, etc. Donc, le langage, pour moi, désigne vraiment tout ce qui nous sert à interagir avec autrui et qui ne passe pas nécessairement par l'utilisation d'un code linguistique, ça, ce serait la langue. Donc, on a du langage verbal, non verbal, on parle avec les yeux, avec son corps, de toutes sortes de manières. Et alors, donc, pourquoi est-ce qu'on dit le langage détermine-t-il la société ? Je pense qu'il faudrait plutôt dire la langue détermine-t-elle la société, puisque la langue, c'est au contraire une construction socio-culturelle, c'est quelque chose que les humains ont fabriqué en différents lieux du monde, avec différentes inspirations pour le faire, et inventant un code qui se transmet de génération en génération. Peut-être tu veux ajouter des choses ? Non.
Merci aussi de m'avoir aussi invité ici dans ce lieu magique. J'aimerais revenir sur la notion de code aussi, parce que en psycholinguistique, le code, ce qui nous intéresse, c'est qu'on doit trouver une manière de transformer la réalité, puisque la réalité autour de nous, elle est infinie. Et puis du coup, pour pouvoir l'exprimer, on va utiliser un code. Et pour les psychologues, dès les années 1950-1960, ce qui devient intéressant, c'est cette transformation. On doit transformer en quelque chose de codé. Donc on a différentes langues qui vont nous permettre de finalement parler de la réalité. Le problème, en tout cas pour la psychologie, c'est que ces codes sont relativement limités par rapport à un monde illimité. Donc ce soir, peut-être, c'est bien de garder ça en tête, en fait. En quoi ce code limité va limiter notre manière de percevoir un monde qui est finalement illimité. Et ça, c'est important. Cette notion de transformation, elle est centrale pour la psychologie du langage aussi, puisque les linguistes, dans les années 50-60, ne voient pas tellement ça, en fait. Et les psycholinguistes arrivent en disant... Mais ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est finalement comment on transforme, comment on opère cette transformation. Est-ce que ça a ensuite comme influence sur notre manière de voir le monde autour de nous? Et qu'est-ce que ça a comme fonctionnement, même sur notre structure cérébrale, en fait? Comment ce monde illimité, on va pouvoir se le représenter au travers d'un code qui, lui, est limité? Donc voilà. Oui, je pourrais aussi ajouter, effectivement, que... En sociolinguistique, on a l'habitude de dire qu'une langue, c'est un dialecte qui a réussi, ou on parle d'un dialecte qui a un drapeau. Donc en fait, les langues, elles sont associées aussi à des aires géographiques, géopolitiques, à des personnes qui vivent sur ces aires. Voilà. Alors que le langage, finalement, se passe de mots. Et donc chaque langue définie par un code, un ensemble de sons parmi toute une possibilité, mais qui sont sélectionnés par cette langue, qui vont permettre de produire des mots, qui articulés les uns entre les autres vont permettre de produire des énoncés avec des significations et avec aussi des variations. Donc les langues, elles sont dans les livres de grammaire, elles sont dans les dictionnaires, elles sont dans les descriptions parfois des linguistes, elles sont évidemment dans les répertoires, entreposées, je pense, dans notre cerveau, probablement. Et voilà ce que je voulais ajouter autour des langues. Ce qu'on pourrait aussi ajouter peut-être, c'est la notion de fonction. C'est que la langue, ce code a des fonctions, en fait, des fonctions précises. Par exemple, si vous mettez un S en français, si on met un S, la fonction, c'est le pluriel, en fait, de dire qu'il y a plusieurs. Donc, ce qui est important ici de toujours comprendre dans ces codes, c'est qu'il y a différentes fonctions aussi. Et dans ces fonctions, ce qu'on peut voir aussi, c'est que ça va attirer l'attention vers certaines propriétés du monde. Donc maintenant, il y a certains codes qui sont récurrents, qui arrivent souvent en fait, des éléments de code qui arrivent souvent, et ces éléments qui arrivent souvent vont avoir une influence, c'est-à-dire qu'on va, nous, avoir notre attention attirée fréquemment vers ces codes. Donc ici, on pose vraiment les bases. On pose les bases parce que c'est important dans ce débat de poser des bases par rapport à ce qu'est le langage, ce qu'est la langue plutôt, ce qu'est la langue et comment elle va fonctionner, quelles sont les limites qu'elle va nous imposer en fait. Peut-être juste un tout dernier mot. Je dirais que l'on peut communiquer sans langue et que donc la communication comprend ces deux possibilités, celle d'utiliser la langue, qui est un moyen que certains sociolinguistes qualifient de très imparfait pour se comprendre. Il y a beaucoup de gens qui pointent le fait que la langue est un instrument imparfait dans le sens où elle génère beaucoup d'incompréhension, de malentendus, qu'on passe beaucoup de temps à négocier les significations. Donc on peut garder quand même ça aussi un peu en tête. Et puis donc le langage qui est un ensemble plus vaste, qui comprend la langue comme un des moyens de s'échanger des informations, des affects, enfin tout un tas de choses. Voilà. Donc c'est vraiment en raccourci, j'espère que cette distinction entre langue et langage est suffisante pour l'instant. Je pense que c'est relativement clair. Donc, la langue, un outil parmi d'autres dans le langage qui est tous les modes de communication finalement qu'on peut avoir entre personnes. Ça va si je résume comme ça ? Ok.
Ok. Donc, je corrige la question. Du coup, on ne va pas dire le langage détermine-t-il la société, mais la langue détermine-t-elle la société? Alors, pourquoi se poser cette question de votre point de vue, justement? Alors, oui, quand on réfléchit à cette question, il faut un peu... Enfin, on va travailler en science, on va dire, on va réfléchir à ce que veulent dire les mots. Donc, on a déjà déterminé langue, langage. On voit que là, ce serait peut-être plutôt le mot langue qui conviendrait. Et puis, ça veut dire quoi détermine la société? Donc, c'est un peu l'idée qu'il y a peut-être d'abord une langue et ensuite une société, que la langue influe sur la société. Or, apparemment quand même plutôt, les langues sont produites par les sociétés, par les gens qui composent ces sociétés. Donc on pourrait réfléchir de deux manières, ou on pourrait peut-être utiliser un autre terme. On pourrait réfléchir, est-ce que la langue reflète la société, c'est-à-dire que finalement donc la société va influencer nos façons de dire, de concevoir le monde, de penser les choses, les objets, ou bien est-ce que la langue peut produire des réalités sociales. Donc, je ne sais pas si je peux aller... Peut-être, j'irai dans les détails après. Tu as peut-être envie de... Ok, je continue. Alors, si je prends le premier exemple, la langue serait vue comme le reflet de la société. Et pour le coup, là, je vais plutôt m'intéresser au langage. Si je prends un exemple qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est la question de la différenciation sexuelle, sexuée, le fait que voilà, les humains se répartissent sur un axe binaire, donc mâle, masculin, féminin, femelle, et puis qu'au milieu, il y a quand même des possibilités, bien sûr. Mais alors, admettons que pour la société, on attend de la femme qu'elle ait un langage. Alors, un langage, ça peut passer par le choix de certains mots, de certaines intonations, qui, eux, sont du code. Mais je vais dire langage ici. On attend des femmes qu'elles aient, par exemple, une façon de parler douce, qu'elles soient empathiques, à l'écoute, donc silencieuse, que les hommes, on attend d'eux qu'ils soient autoritaires, convaincants, sûrs d'eux, etc., confiants dans leurs paroles. Eh bien, si on se représente la masculinité et la féminité de ces façons, eh bien, les femmes et les hommes qui veulent se conformer aux attendus de leur société vont parler de cette manière-là. Donc, on pourrait dire que d'une certaine façon, effectivement, la société, le langage, la langue reflète la société. Et puis il y a une autre façon de... Pardon, je suis en train de... Oui, non, c'est bon. Et il y a une autre façon de le voir, c'est est-ce que donc la langue peut produire des réalités sociales? Et toujours dans cette question-là, je pense aux exemples des mots qui émergent pour désigner de nouvelles réalités. Je pense par exemple, alors c'est pas un mot très joyeux, mais il me semble que d'actualité, c'est le mot féminicide. C'est un mot récent dans notre langue qui existe depuis bien plus longtemps dans les usages courants, disons, en espagnol. Eh bien, qu'est-ce que ça change sur la société, le fait de parler du fait de tuer les épouses des maris? Qu'est-ce que ça change de lui donner un mot spécifique? Eh bien, ça permet peut-être de voir cette action comme étant effectivement spécifique, en n'étant pas un crime d'amour, un crime de jalousie, non, mais vraiment un meurtre de femme parce qu'elle est l'épouse d'un homme. Alors, donc ça, ce serait plutôt l'idée, effectivement, que peut-être en travaillant sur le code, sur la langue, sur les mots, les structures, on peut peut-être faire évoluer des choses dans la société en permettant de créer de nouvelles catégories pour se représenter ce monde. Alors je vais revenir sur cette notion de catégorie parce qu'elle est vraiment importante aussi historiquement. Les premières personnes qui vraiment théorisent cette notion de catégorisation qui est liée au langage, ce sont des anthropologues du début du XXe siècle. Peut-être vous les connaissez, Édouard Sapir, Benjamin Lee Whorf, son assistant. Et Édouard Sapir disait que si vous avez que deux mots pour parler des couleurs, à force d'utiliser les deux mots, vous continuez d'utiliser les deux mots, ces catégories vont créer des structures cérébrales qui vont faire que vous allez voir que deux couleurs, en fait. Donc ça, c'était son idée. C'est une idée très, très forte, mais on le sait maintenant que Édouard Sapir avait tort. Les gens voient les couleurs de la même manière, quelle que soit la manière de les nommer, pour des raisons de niveau cognitif. Par contre, on peut garder un petit peu cette idée en se penchant sur plutôt l'idée de Dan Slobin, qui est un psychologue des années 1990, je vais dire 90, vous allez comprendre, ça va,
des années 1990. Et puis, Dan Slobin, pour lui, le langage, comme je l'ai dit avant, va attirer notre attention vers des propriétés du monde. À force de voir ces propriétés, à force de les voir comme récurrentes, ben, du coup, nous allons, et là les psychologues s'intéressent beaucoup à ça, nous allons les internaliser, comme si finalement ces choses étaient normales, au travers de cette attention qu'on porte sans cesse sur le langage. Et un bon exemple sur lequel on travaille de temps en temps à Fribourg, c'est l'ordre de mention. Quand vous mentionnez deux objets, par exemple un autobus, un bus et une voiture, vous dites rarement une voiture et un bus. On dit un bus et une voiture. En fait, pour les objets, on a tendance à utiliser le plus grand en premier. Maintenant, pour les êtres humains, il y a deux ordres hiérarchiques. Un premier, c'est l'âge. On parle de père et fils. Vous avez rarement entendu l'expression fils et père. On parle de mère et fille. Vous avez rarement entendu fille et mère. On parle de la personne la plus âgée en premier. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que quand on parle de genre, on a tendance à parler en français dans les expressions des hommes en premier. Donc, on parle des hommes et des femmes. Vous pouvez essayer, vous pouvez essayer de dire des femmes et des hommes, en fait. Et on voit qu'on a un ordre hiérarchique ici qui se retrouve dans beaucoup d'expressions. Marie et femme, Adam et Ève, etc. etc. Alors, il y a un contre-exemple, on viendra peut-être dessus après. Mais tout ça pour dire que cet ordre de mention, il est intéressant parce qu'il a un impact, en fait. Quand on nomme une chose en premier, cette chose est perçue comme ayant plus de pouvoir. D'accord ? Et ça, c'est vraiment on peut empiriquement le tester, et nous on le teste. Et du coup, ce qui devient intéressant maintenant, c'est de se dire, une société dans laquelle on nomme toujours les mêmes en premier, qu'est-ce que ça nous donne comme image en fait ? Ça attire notre attention vers quelle propriété du monde ? Et la propriété ici, c'est une propriété où les hommes sont mis au centre, sont donnés comme ayant plus de valeur, plus de pouvoir. Et ça, c'est intéressant. Alors maintenant, votre vie va devenir un cauchemar parce que vous allez vous rendre compte de ça. Évidemment, il y a un contre-exemple qui vient du XVIIIe siècle. Il y a un contre-exemple, c'est où les femmes sont nommées toujours en premier, dans une expression en français. Mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, alors c'est dans d'autres langues la même chose, ladies and gentlemen. Ah, il y a français. Alors De Gaulle. Ouais. Mais ce qui est important ici, c'est, mesdames et messieurs, on pourrait se dire le XVIIIe siècle, bien sûr, parce que le XVIIIe siècle, c'est le siècle qui marque le fait que les femmes ont tout le pouvoir. Non, pas vraiment, je plaisante. Hein. Le battement de cœur qui s'arrête un petit moment là comme ça. Non, c'est pas vrai, puisque les femmes au XVIIIe siècle n'ont pas seulement pas de pouvoir, elles n'ont pas de droits. D'accord ? Les droits de l'homme, c'est pas du tout compris comme étant un générique. Hein. Le droit de l'homme, c'est pour les hommes, la catégorie de genre ici. Donc retenez ça. C'est intéressant ici de considérer le langage comme ce principe attentionnel qui va à force commencer à créer des structures qu'on va internaliser. Et quand on internalise des structures, on s'en rend plus compte en fait. On a l'impression que finalement c'est toujours comme ça a toujours été comme ça. Donc dans ce sens-là, on peut reprendre un peu l'idée d'Édouard Sapir ou l'idée justement de catégorie. On peut dans ce sens-là dire que la langue va influencer notre société. Mais là, il y a d'autres choses qui influencent la société. Hein. Mais ici, comme on parle de la langue, on va simplement partir de ce principe-là. Ok. Alors, vous avez des métiers un peu similaires, mais un peu différents, puisque vous êtes sociolinguiste et psycholinguiste. Est-ce que vous pouvez juste nous parler du coup de la façon avec laquelle vous abordez cette question, de vos points de vue respectifs juste. Alors bon, la psychologie, vous l'avez remarqué, hein, la psychologie du langage, c'est beaucoup intéressé à cette transformation, ce qui nous amène à transformer, ce qui nous amène à comprendre. Donc ce qui nous amène aussi à comprendre entre les lignes, ce qui nous amène à traiter des informations. Ce que la psychologie a amené à la linguistique, c'est cette notion de traitement. C'est qu'on ne fonctionne pas comme des appareils photo ou des caméras, c'est-à-dire on ne prend pas ce qu'il y a autour de nous de la même manière, en fait. Donc ici, il y a autant de représentations de ce que je suis en train de dire qu'il y a de personnes ici. Et ça nous intéresse. C'est de dire comment vous transformez, pourquoi vous transformez cette information de cette manière-là, et qu'est-ce que vous allez retenir. Vous voyez, si je vous dis... je bois mon thé et je me suis brûlé les lèvres, par exemple, vous allez probablement, dans votre présentation, avoir le mot chaud. Le chaud par rapport au thé, en fait. Parce que vous savez que si on boit du thé chaud, on se brûle les lèvres, etc. C'est vos connaissances. Mais dans une semaine, je vous demanderai, alors là, je vous l'ai dit, mais si je vous demande, est-ce que j'avais parlé du thé chaud ?
le terme chaud et vous allez vous me dire oui, en fait, bien sûr. Parce que ce n'est pas du tout ce que j'ai dit qui est important. C'est le résultat de votre transformation qui va être important. Et nous, en psychologie, c'est ce qui nous intéresse. Alors, nous, en sociolinguistique, ce qui nous intéresse, c'est les rapports entre langue et société, et langue et langage. J'aime bien dire langue-langage. Quand je parle avec mes étudiants, ça va plus vite, et puis parce qu'en fait, les deux objets sont intéressants. Donc, les rapports entre langue-langage et société, et les gens qui composent les sociétés. Ça fait assez longtemps que, en fait, on fait remonter la première enquête de sociolinguistique à la Révolution. L'abbé Grégoire avait lancé un grand questionnaire dans les régions pour voir un peu les chances qu'avait le français de s'imposer comme langue seule et unique de la République. Et mais vraiment, cette discipline vraiment se constitue à partir des années 60, ce qui correspond aussi à l'époque où on invente les magnétophones et où ça va se démocratiser, où on va rendre possible l'enregistrement de la parole. Et donc, à partir de là, les linguistes qui auparavant pensaient aux langues à partir de leur propre expérience, la plupart du temps, de leur propre façon de dire les choses ou de valider un énoncé, de dire qu'il était correct ou pas correct, de réfléchir à partir de leur propre pratique de la langue à ce qui dans la langue est correct ou pas, et bien là, à partir du moment où on peut enregistrer les gens et avoir des données sur la façon dont les gens parlent vraiment, et aussi ne pas juste réfléchir en prof d'université qui a fait de longues études et lu beaucoup de livres, mais qu'on peut faire parler tout le monde, des gens qui travaillent dans les magasins, qui vivent à la campagne, dans les villes, dans certains quartiers, des personnes plus jeunes ou plus âgées, enfin voilà, toute la diversité de la société. Et donc, on commence et on se rend compte que finalement, bien la langue, c'est plus complexe peut-être que ce qu'on pensait, que c'est composite, c'est pluriel, qu'une langue, c'est la somme de toutes ces variantes, et que ces variantes correspondent à des identités, je vais le dire pour aller très vite, que je veux dire que je parle le français de la Martinique ou le français de Nancy, d'où je viens, ça reste du français et c'est compréhensible par-delà les distances. Que je parle du français d'une personne de 110 ans, puisque maintenant on peut vivre 110 ans, ou d'une personne de 10 ans, ça reste toujours du français. Et donc la sociolinguistique regarde un petit peu les rapports. Est-ce que notre façon de parler est-elle déterminée par notre classe sociale, notre genre, notre génération, ou voilà, est-ce qu'on peut faire des rapports comme ça? Et là, la question, en fait, la réponse est complexe. Voilà, donc la sociolinguistique s'intéresse à la façon dont les langues changent selon les endroits et les gens qui parlent les langues. Et puis, il y a aussi tout un pan de la sociolinguistique qui s'intéresse vraiment aux interactions et à tout ce qui fait qu'on arrive à communiquer les uns avec les autres sans trop se faire de mal. C'est pas toujours facile. Voilà, donc il y aurait d'autres choses, mais je pense que c'est pour l'essentiel. Et je pense que c'est pas mal de dire aussi qu'est-ce qui fait que la psycholinguistique et la sociolinguistique, on va se rejoindre sur un point qui est vraiment important, c'est que si vous voulez savoir comment la langue fonctionne, eh bien, en fait, on va aller voir comment les gens l'utilisent, en fait. Ça, c'est vraiment ce qui on se rejoint là-dessus. Et les linguistes des années 50-60, il y a encore des linguistes qui, quand on demande comment la langue fonctionne, qui vont vous dire la règle c'est comme ceci, la règle grammaticale, blablabla. Et nous, on dit, en fait, si on a envie de savoir comment la langue fonctionne, on va voir comment les gens l'utilisent. Et on a des outils différents, certes. Nous, on va tester des personnes, vous n'allez pas les tester, vous allez les écouter, on va faire des choses. Mais ce qui est important de comprendre, c'est vraiment ça, c'est deux domaines où nous, pour comprendre la langue, on va simplement regarder autour de nous comment les gens l'utilisent. Très bien. Alors, vous disiez tout à l'heure que donc il y a deux approches. Soit on se dit la langue est le reflet de la société, soit on se dit la langue influe la société et le comportement des gens. Alors, quand on replace notre question du jour, le langage définit-il la société? On parle de quelle société exactement? On parle de la langue française, on parle des Français. Est-ce que vous pourriez un peu développer dans quel champ vous basez votre recherche justement sur cette question? Je peux commencer alors. Donc,
nous, on a un prisme particulier, on a une perspective particulière. Ah non, c'est toi. C'est toi, tu vois. J'y vais. Alors j'y vais. Alors oui, effectivement. Donc là, on a des petits exemples ici pour rendre compte du fait que globalement, on se comprend par-delà les régions, même si certains endroits, on préférera dire crayon de papier, à d'autres endroits, on dira un crayon de bois, ou l'exemple très célèbre de la chocolatine de la région de Bordeaux et du pain au chocolat dans le centre de la France et d'autres manières. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la variation, je ne vais pas prendre les mots spécialisés, mais variation selon l'espace géographique. Je fais juste une parenthèse pour ceux qui nous écouteront en différé, mais là, on est en train de projeter 2 cartes de France, du coup, qui représentent les régions d'utilisation de mots différents. C'est des cartes qui sont produites par Mathieu Avanzi, qui est un linguiste qui travaille sur ce programme de sciences participatives sur le langage. Donc, on a la fameuse carte pain au chocolat, chocolatine. Nous sommes une exception régionale avec le petit pain au chocolat en Alsace. Et il y a la carte du crayon à papier, crayon de bois juste à côté. Voilà, je fais le descriptif pour ceux qui écoutent après. Très bien. Oui, il fallait le faire. En Lorraine aussi, on a le petit pain au chocolat. Oui. Et puis de l'autre côté, c'est un extrait alors je ne sais pas exactement de quand il date, mais d'un texte de Molière. Alors ça me fait toujours rire quand on me parle du français comme étant la langue de Molière, parce que ça ressemblerait quand même plutôt à ça, peut-être la langue de Molière, voyez. Et je pense pas qu'aujourd'hui on puisse très facilement ni le comprendre ni le lire. Et tout ça pour signaler que la langue évolue à travers le temps. Donc la langue, elle n'est pas statique, donc elle change selon l'espace, elle change selon les groupes sociaux. J'avais aussi des exemples, je ne sais pas si on les a conservés. Les militaires ont un jargon tout à fait particulier, de même que les bouchers, les informaticiens, les linguistes sans doute aussi, etc. Ah oui, voilà. On a le langage des tranchées, et puis ici le langage qu'on dit jeune, mais même quand on est... Il faudrait d'abord définir jeune, mais même quand on a plus de 20 ans, de 30 ou de 40, si on veut, on peut dire c'est gaulerie. Je veux dire, il n'y a pas de barrière qui est interdite. Donc ça, c'est pour donner effectivement de quelle langue parle-t-on, de quelle société parle-t-on, où en est-on dans l'histoire, où en est-on dans l'histoire. C'est très important. Comme ça, je peux passer la parole à Pascal qui va nous dire dans quelle histoire on est aujourd'hui. Alors moi, j'aimerais remettre peut-être un contexte par rapport pas à la question générale de l'évolution de la langue, mais plutôt par rapport à la question du genre et de la langue. En fait, ce qui est important pour nous, en tout cas, c'est toujours de replacer ce débat dans un contexte particulier. Alors il y a 2 contextes qu'il faut absolument présenter. Le premier, c'est le fait qu'on vit dans une société androcentrée. Alors, si vous ne le saviez pas, c'est le moment de sortir. Mais on vit dans une société androcentrée. Alors ça veut dire quoi ça? En fait, ça veut dire qu'on vit dans une société qui a été construite par des hommes, pour des hommes. Alors on peut discuter combien de temps, depuis combien de temps, on va dire, allez, ça fait 26 siècles que le patriarcat est bien établi, ça fait à peu près 8000 ans que les rapports de pouvoir ont commencé à se mettre en place, donc ça fait un moment, on va dire. Mais ce qui est important, c'est que cet androcentrisme, il est là dans toutes les sphères de notre société. Donc moi, je donne souvent l'exemple des habits, les habits neutres, par exemple, un t-shirt, des jeans, si vous êtes de région jurassienne comme moi, des savates, sinon des baskets. Mais ce n'est pas du tout l'habit neutre, en fait. Il n'est pas neutre, il est simplement masculin. C'est l'habit masculin, stéréotypé masculin, qui a été érigé comme cet habit neutre. D'accord ? Et cet androcentrisme, on le retrouve vraiment partout. À l'école, on le retrouve vraiment, vraiment partout. Et bien sûr, cet androcentrisme a eu des influences quand même sur l'évolution de la langue française, sur d'autres langues aussi, bien sûr. Et ce qui va devenir intéressant, c'est que nos pratiques, vos pratiques, alors je ne veux pas vous vexer ici, mais vos pratiques comme les miennes, vont nourrir cet androcentrisme de différentes façons. Par exemple, avant, j'ai parlé de l'ordre de mention. L'ordre de mention va nourrir cet androcentrisme, puisqu'on place les hommes souvent en premier. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui est important, c'est de comprendre la notion de genre, parce qu'on va passer maintenant sur une discussion quand même sur cette notion de genre. Et le genre a été
très très mal compris, est toujours un peu mal compris maintenant par rapport à ce que c'est et exactement ce que ça veut dire. Alors, juste, il y a 10 ans, moi j'étais très fier de moi, j'avais tendance à montrer une diapositive, je ne vous la montre pas parce qu'elle est trop vintage pour la montrer. J'avais une diapositive comme ça, puis je parlais de genre et j'avais un peu des personnes qui étaient sur une ligne comme ça, puis il y avait beaucoup de personnes, puis je disais très fièrement, le genre c'est une construction sociale qui est sur un continuum, voilà, je disais ça. Puis en fait, c'est bien plus compliqué que ça, en fait. On confond parfois le genre, l'orientation sexuelle ou affective et la sexuation. En fait, c'est des dimensions qui sont différentes. Le genre, dans sa construction sociale, on a le genre, l'identité, par exemple, ou les rôles genrés, ou le genre performatif. Vous performez le genre. Donc votre manière de vous asseoir, quand vous êtes ici, quand vous êtes à la maison, quand vous êtes au travail, votre manière de chanter sous la douche, de vous comporter avec les collègues, etc. Vous performez le genre pas du tout de la même manière. Donc votre genre, désolé si vous n'aimez pas ça, mais votre genre est fluide, hein, ça c'est clair. Ça, en tout cas, votre manière de le performer, elle est fluide, elle n'est pas du tout binaire. En fait, ensuite, on a l'orientation affective et l'orientation sexuelle. Là, il y a plusieurs choses ici par rapport à ça. Et il y a aussi le niveau de sexuation. Le niveau de sexuation qu'on pourrait appeler un peu le niveau biologique, les hormones, etc. Et là, il n'y a absolument rien de binaire là-dedans. Et dans tous les domaines de ce que je suis en train de vous présenter, il n'y a absolument rien de binaire, en fait. C'est ça qui est intéressant ici. Donc la question qu'on va se poser, c'est de dire, est-ce que la langue, ici on va parler de langue, est-ce que la langue a les outils nécessaires pour exprimer cette diversité, en fait? La réponse est assez facile, hein, quand même. Non. Voilà. On reviendra sûrement là-dessus en fin de séance aujourd'hui. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. J'attendais ce moment où tu nous dis que la société est androcentriste, hein, ou phallocentrée, on peut trouver d'autres mots. C'est très intéressant parce que en sociolinguistique, quand on travaille sur la question de genre et langage, comme je le fais depuis assez longtemps, en fait, il va de soi pour les tout premiers linguistes, il y en a un notamment qui s'appelle Otto Jespersen, je crois que j'avais peut-être une petite diapo sur son bouquin. En 1922, il avait écrit un livre qui s'appelait un livre sur le langage. Et puis dans son livre, il y avait plein de chapitres sur des aspects du langage. Et il y a 2 chapitres très intéressants. C'est qu'il y en a un qui s'appelle Women's Talk, ou Women's Language, la langue des femmes. Et il y en a un autre, c'est la langue des enfants. Mais vous pouvez chercher partout dans son livre, il n'y a aucun endroit où c'est marqué la langue des hommes. Donc, qu'est-ce que ça dit, ça ? Ça dit que, et ce n'est pas seulement le cas en linguistique, mais c'est vrai aussi dans beaucoup d'autres sciences, c'est que le point de vue de départ, où on va regarder la façon dont les femmes parlent, parce qu'on ne va pas regarder la façon dont les hommes parlent, parce que c'est... Allez, je vais faire des petits jeux de mots. C'est les talons, vous voyez, hein, le parler masculin, voilà. C'est à partir de là qu'on va regarder les différences, la façon dont les femmes s'y prennent différemment des hommes, et qui sont en fait juste des assignations sociales qui pèsent sur les femmes pour qu'elles se conduisent de telle ou telle manière. Donc on est en 1922 dans la bonne société bourgeoise, intellectuelle du Danemark, etc., où les femmes, elles doivent plutôt être silencieuses, modestes, ne pas faire de blagues, ne pas dire de gros mots, parler d'une voix douce, s'occuper des personnes fragiles, etc. Ça continue peut-être encore un peu. Hein. Voilà. Donc la société androcentrée, ben oui, on est encore dedans aujourd'hui. Et donc je voulais faire ce point-là sur le fait que il y a un moment où on s'est demandé est-ce qu'il y a un parler des femmes ou un parler des hommes. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup de stéréotypes sur la façon de parler des femmes et qu'aujourd'hui, comme tu nous l'as bien dit, en fait, on se rend compte, on comprend aujourd'hui que c'est fluide, que vous pouvez être, dans certaines situations, une femme avec un parler très travaillé, très conservateur, j'ai envie de dire, et d'autres moments, parce que vous êtes avec des copines et que vous avez peut-être bu un petit verre de trop, ben vous allez vous lâcher à dire des trucs grossiers, parler de sexualité alors que vous le feriez pas dans d'autres, etc. Je pense que vous me suivez, vous voyez où on est. Et que donc, en fonction des situations, on n'est pas tout, ça fait toujours les mêmes personnes parlantes. Je ne sais pas si vous vouliez rajouter. Ok. Ça va toujours dans la salle ?
Alors maintenant qu'on a plein de définitions, qu'on a commencé à aborder les sujets qui nous intéressent, je vous propose juste de faire une petite incursion à l'étage pour voir ce que Hélène est en train de faire. Donc Hélène nous a représenté nos intervenants et intervenantes du jour avec des petites définitions, donc voir comment la langue est utilisée par les gens. Replacer le contexte, etc. Alors ces illustrations seront disponibles après l'événement comme une synthèse de ce que vous avez vu. Donc on a les différentes interventions, le langage détermine-t-il la société, et on va voir comment ça évolue jusqu'à la fin de l'émission. C'est très joli, bravo Hélène. Je pense qu'on peut l'applaudir parce que c'est un exercice difficile de dessiner en même temps que d'écouter. Donc très bien, on garde le suspense pour la fin de la discussion. Alors, le français, du coup, c'est très androcentré, très phallocentré, vous avez utilisé ces mots. Je pense que ce qui structure vraiment, donc c'est la grammaire, l'orthographe, etc., tout ça manifeste cette importance de la place de l'homme dans la langue française. Pourquoi est-ce que cette forme masculine-là est-elle si prégnante, peut-être, et si intéressante à étudier pour chacune de vos disciplines ? Alors moi, je vais vous raconter en fait une histoire pour quand même vous raconter pourquoi moi j'ai commencé à travailler sur cette forme grammaticale masculine, parce que pour des psychologues comme moi, cette forme est absolument fascinante. Dans ce que je vous ai dit avant par rapport au traitement de l'information, gardez ça en tête pendant que je vous raconte pourquoi ce masculin est fascinant. C'est vraiment par rapport au fait que ce masculin, cette forme est ambiguë. Elle est ambiguë. Et l'ambiguïté, c'est intéressant dans un traitement d'information, parce que quand il y a une ambiguïté, il y a un choix qui doit être fait. Et puis du coup, je devrais arrêter de dire du coup, mais du coup, on se demande quels choix finalement vont prendre les gens. Alors, je vais juste vous donner la base que vous connaissez, mais je vais un peu la replacer maintenant par rapport à tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant. Alors, le masculin a premièrement un sens spécifique. Si je vous dis les musiciens sont sortis de la salle, les musiciens ici, le sens spécifique, c'est il n'y a que des hommes. Dans ma phrase, les musiciens sont sortis de la salle, il n'y a absolument rien dans cette phrase qui dit que ce n'est pas le cas. Donc ça peut être ce sens spécifique. Ensuite, il y a un sens dit générique. Vous le connaissez bien sûr. En linguistique, pour être plus clair, c'est un autre masculin. C'est le masculin non marqué. Il y a le masculin marqué, c'est le masculin spécifique, et il y a le masculin non marqué. Alors je vous mets au défi maintenant d'aller expliquer à quelqu'un en Finlande, ce que j'ai dû faire avec mon collègue à Turku, lui dire, il m'a dit, mais Pascal, je ne comprends pas très bien en fait. Tu peux me dire juste la différence entre le masculin marqué et le masculin non marqué? Comment je peux les reconnaître en fait? C'est un peu compliqué parce qu'en fait, c'est la même forme. C'est la même forme, mais il y en a un qui est marqué et il y en a un qui n'est pas marqué. Donc, bon, j'arrête parce que de toute façon, c'est impossible de lui expliquer. Donc, je lui ai dit, écoute, on va plutôt faire ça en termes psychologiques. C'est qu'il y a une autre interprétation possible de cette forme-là, cette forme qu'on va appeler la forme masculine. Maintenant, la forme générique, elle est ambiguë parce qu'elle peut vouloir dire neutre ou mixte. Maintenant, neutre, on va s'arrêter sur le neutre. En termes linguistiques, neutre, ça veut dire sans rien. Je dis les musiciens sont sortis de la salle, les politiciens sont entrés, etc. Vous laissez ça vide. Comme si je vous dis quelque chose et vous le laissez vide. Votre cerveau le laisse vide. En fait, ça n'arrive pas. Le cerveau ne laisse jamais rien vide. Le cerveau va remplir. Vous regardez un nuage suffisamment longtemps dans le ciel, vous allez y voir apparaître une forme. Parce que le cerveau n'aime pas ça. Il n'aime pas l'aléatoire, il n'aime pas le vide. Donc il va essayer de remplir. OK. Donc maintenant, partons du principe que neutre, vous allez remplir par neutre. Alors, je vous mets au défi maintenant, vous allez faire l'exercice, un petit exercice de psychologie comme ça. Réfléchissez à une personne neutre maintenant. Réfléchissez à une personne neutre. C'est intéressant ça. Alors, ce soir, quand vous allez, vous sortez, vous rentrez à la maison, vous allez boire un verre, dessinez une personne neutre et puis montrez-la à la personne qui est à côté de vous, avec vous, puis demandez-lui, à ton avis, c'est quel genre? Si la personne ne vous répond pas à ce que je vais vous dire maintenant, vous pouvez m'écrire un email. Ça fait 10 ans que je le fais, personne ne m'a encore écrit. La personne va vous dire que c'est un homme. Donc pourquoi je dis ça? Parce que la conceptualisation de neutre, elle est compliquée en fait. Elle est compliquée en termes de représentation.
Donc ça, c'est un autre domaine de recherche, comment on se représente une personne neutre. Mais voilà, on va partir du principe que c'est compliqué. Partons maintenant sur le mixte. Mixte, c'est ambigu en fait, mixte. Parce que mixte, ça peut vouloir dire un homme, 50 femmes, une femme, 50 hommes, moitié-moitié, ou un homme, une femme et 50 personnes non binaires. Toutes ces interprétations sont possibles. Donc maintenant, partons du principe que chaque fois que votre cerveau voit un masculin, votre cerveau doit prendre une décision sur quel est le sens parmi ces multiples sens ici. Et votre cerveau, il a à peu près entre 200 et 800 millisecondes pour prendre cette décision. Bien sûr, vous pouvez comprendre la vitesse à laquelle votre cerveau doit aller, puisque maintenant, vous m'écoutez parler, je ne fais pas de pause entre les... Alors, je vais le faire. Si je ne fais pas de pause entre les mots, vous arrivez quand même à comprendre les mots qui sont différents, malgré que le fait que je ne fasse pas de pause. OK. C'est dur pour un Suisse de faire ça. Donc, vous remarquez ici que votre cerveau doit aller très, très vite. Quand il lit, il doit aller très, très vite. Donc, la question qui se pose vraiment, c'est de dire, si le cerveau, il doit aller très vite, et le cerveau, il essaye toujours d'économiser de l'énergie. C'est un organe écologique. Il économise de l'énergie tout le temps, tout le temps. Donc, la question qui se pose, c'est quel est le sens que le cerveau va prioriser. Et là, je vous promets, vraiment, il faut me croire, je vous donnerai les références si vous voulez. Il y a à peu près entre 300 et 400 articles scientifiques sur ce masculin à l'heure actuelle, dans différentes langues, pas seulement en français, et il n'y a absolument aucune controverse. C'est rare, hein. Quand des gens vous disent qu'il y a de la controverse, c'est des gens qui n'ont pas lu ces articles, qui ne connaissent pas le domaine et qui n'ont pas fait l'effort d'aller lire la littérature sur ce sujet. Il y a 300 à 400 articles qui montrent la même chose. Le cerveau va aller au plus simple. Au plus simple, et peut-être même ce que le cerveau a appris en premier. Masculin égale homme. Voilà. Oui. Merci. Alors, et moi, j'aime bien aussi, à ce sujet, attirer l'attention sur le fait que quand on enseigne les adjectifs en français, et en particulier quand on les enseigne à des non-natifs, dans ce qu'on appelle le français langue étrangère, eh bien, quand on enseigne le genre des adjectifs, généralement, on commence, et dans pratiquement tous les manuels, c'est comme ça, on montre d'abord l'adjectif au masculin. Et on dit, le féminin se construit en mettant un « e » au masculin. Donc le masculin, c'est toujours notre norme, hein, toujours notre étalon. Et puis voilà, donc le féminin, il est différent, hein, il faut ajouter un truc. Mais réfléchissez bien, en français, entre l'oral et l'écrit, il y a un grand écart. On est une langue vraiment difficile où le rapport graphie-phonie, contrairement à beaucoup d'autres langues dans le monde, est complexe. Hein. Pensez notamment, je ne sais pas à combien de façons on peut écrire le son « fa » en français, dans femme ou pharmacie, enfin bon, voilà. PHA, FE ou FA, enfin, etc. Alors, je reviens à mes adjectifs. Quand on les voit écrits, ok, c'est bon, on va ajouter le... Mais à l'oral, on n'entend pas toujours le son qui termine l'adjectif. Dans grand, on n'entend pas qu'il y a un D. Dans petit, on n'entend pas qu'il y a un T. Donc, si on enseignait d'abord le féminin à l'oral, parce que l'oral, c'est la manière aussi la plus naturelle, disons, d'apprendre la plus... c'est la première façon d'apprendre les langues, c'est par l'oral. On peut dire la petite femme. Ah, donc si j'entends bien petite femme, donc pour faire le masculin, je sais que ça se termine par un T parce que je l'entends dans le féminin. Grand, je sais que grand se termine par un D parce que si je pense au féminin, grande, je l'entends le D. Donc, je ne sais pas si ma démonstration est claire pour tout le monde, mais donc je dirais que là encore, peut-être à cause du fait qu'on vit dans une société androcentrée, je pense qu'on ne présente pas les choses dans un ordre qui facilite l'apprentissage pour les apprenantes et les apprenants. C'est effectivement un argument recevable, j'avais jamais pensé à ça. Mais alors, cette forme est omniprésente dans la langue. Comment est-ce que finalement cette graphie ou cet usage s'est manifesté et comment est-ce qu'on crée de l'espace du coup pour visibiliser toutes les réalités de genre et toutes les identités en fait? Parce que forcément, si on entend du masculin, notre cerveau, comme vous expliquiez, va forcément se représenter le masculin quand on entend le masculin, se représenter le féminin quand on entend le féminin. Comment
comment on crée de la place finalement, quelles sont les solutions pour visualiser autre chose dans notre cerveau en entendant du masculin qui est le code de base. Ce qu'il faut dire peut-être pour donner le terme qui est le terme qui est le plus utilisé à l'heure actuelle, quand on parle d'écriture inclusive, donc peut-être un tout petit moment d'histoire sur l'expression écriture inclusive qui nous vient de la théologie protestante nord-américaine des années 1960-1970. On voit des livres apparaître, Inclusive Language in the Church, etc., etc. Donc, les premières propositions là, à ce moment-là sont des propositions, par exemple, de parler de l'enfant de Dieu et de ne pas parler du Fils de Dieu. Ce qui maintenant m'amène à dire, dans l'écriture inclusive, il y a, à mon avis, 2 grands groupes d'outils qu'on peut utiliser. Le premier groupe d'outils, c'est les outils de neutralisation. Donc, ce qu'on va appeler aussi les outils pour dégenrer la langue. Alors là, ici, par rapport à la question, quand on dégenre la langue, par exemple, si vous utilisez une forme passive pour éviter de devoir utiliser un masculin ou un masculin et un féminin, ben là, on utilise quelque chose qui va neutraliser, donc qui inclut tout le monde, vraiment, quel que soit le genre, par contre, qui inclut tout le monde de manière implicite. Ça, c'est important. Donc là, il y a toute une partie de l'écriture inclusive qui inclut, mais de manière implicite. Ensuite, par rapport à votre question de visibilisation, là, il y a des questions qui se posent maintenant par rapport aux outils qui existent. Donc, il y a des outils qui existent pour visibiliser les femmes, typiquement. Et il y a des outils qui existent, des outils lexicaux qui existent pour parler de la non-binarité, par exemple une personne non-binaire. Mais ce qui est important de dire, c'est qu'il existe peu d'outils qui permettent de visibiliser des personnes, par exemple, qui sortent de la binarité quand on parle de musiciens, musiciennes ou ces éléments-là. Et ce qui est important ici, c'est qu'on le voit maintenant dans l'évolution, dans ce qu'on entend, on voit dans l'évolution, dans l'usage, qu'il y a de plus en plus, comme on le voit ici à l'écran, des propositions même de graphies différentes. On voit qu'il y a des propositions d'innovation qui ne sont pas très stables toujours, qui ne sont pas stables, mais qui commencent de plus en plus à être utilisées par certains groupes. Et ça, c'est intéressant de se dire, on est obligé, si on veut visibiliser, on est obligé d'innover. On doit faire ça, mais c'est un autre projet, puisque l'inclusion peut passer aussi par cette inclusion implicite, ou peut-être, j'ai envie de dire, par rapport à l'androcentrisme, de freiner la survisibilité des hommes. Ça, c'est déjà une partie des outils d'écriture inclusive. Et une partie de visibilisation, celle-là, elle doit passer par des nouveautés, des innovations. Alors nous, on a un grand projet sur YEL et les autres pronoms qui sont utilisés dans d'autres langues, mais c'est des outils qui existent, qui sont utilisés. YEL est dans le dictionnaire, dans le Robert, maintenant. Alors, il n'est pas dans le dictionnaire de l'Académie française, si jamais. Pas besoin d'aller regarder. Mais de fait, c'est intéressant. On a besoin de ces outils et on le voit dans l'usage, en fait. De la même manière, et je reviens toujours là-dessus, quand en 2019, vous n'aviez jamais utilisé présentiel. Parce qu'on n'en avait pas besoin, en fait. Et tout à coup, on en a eu besoin. Donc, on a utilisé présentiel. Et présentiel est passé comme ça dans le dictionnaire. Maintenant, pensez la même chose pour les autres innovations ici, parce que c'est la même chose. On en a besoin. Donc, on doit innover. Et ces innovations, elles passent par des choses que vous voyez ici à l'écran. Et, sur ces questions, oui, donc, en fait... J'aurais beaucoup de choses à dire, donc je vais essayer de faire bref et de me limiter. On est tous locutrices, locuteurs. Moi, j'aime bien dire locuteurices, puisqu'on cherche des innovations. Je trouve locuteurices, spectateurices, amateuristes. Bon, finalement, c'est une manière assez économique de dire les gars, oubliez pas, il y a des meufs aussi. Voilà, donc c'est une forme d'inclusion. C'est peut-être aussi un mot nouveau qui pourrait dire, voilà, c'est ni homme ni femme, c'est juste spectateuriste, c'est pour tout le monde. Ou voilà, ça pourrait être un nouveau mot. Mais en tant que locuteuriste, donc on est détenteur donc de cette langue et on s'en sert pour communiquer les uns avec les autres. Tant qu'on se comprend,
on peut changer des choses, on peut innover. C'est pas l'académie qui doit nous dire comment parler, c'est même pas les lois qui doivent nous dire comment parler. Du moment que on maintient un taux d'intercompréhension suffisant pour continuer à fonctionner puis à être bien les uns et les unes avec les autres, chacun est détenteur d'une possibilité de faire ce qu'il ou ce qu'elle veut avec la langue, et notamment d'inventer, de créer des choses là où on considère qu'il en manque. Donc, c'est pas mal les exemples là. On voit que les graphistes, c'est un petit côté artiste, cherchent des pistes pour faire évoluer la langue. Alors est-ce que ça restera, est-ce que ça prendra, ça seul l'avenir le dira. On n'a pas de boule de cristal, mais en tout cas voilà cette capacité, cette possibilité de dire autrement là où on pense qu'il y a une injustice quelque part, on a tous et toute la possibilité de le faire. Je voulais juste aussi rebondir sur donc effectivement l'idée de contrer un peu l'androcentrisme ambiant. Ça passe par une réhabilitation de tout un tas de féminins de la langue qui ont existé ou qui sont parfaitement valables dans le système de la langue. J'aime bien, pour provoquer un peu, me présenter comme professeuse d'université, parce que voilà, on a des chanteuses, on a des danseuses, pourquoi on n'aurait pas des professeuses? Ça marche bien, professeuses, pourquoi pas des inspecteuses? Le système de la langue française accepte ça. Il y a des mots qui existent en euse, donc un de plus ou un de moins, c'est bien qu'on est bien dans le système. Et donc, il y a la problématique de contrer un peu l'androcentrisme en redonnant de la visibilité donc au féminin, dans les noms qui désignent des métiers, etc. Ce faisant, on renforce peut-être aussi l'idée du binarisme, qu'on doit soit être un homme cisgenre, soit être une femme cisgenre, alors qu'on sait aujourd'hui que les choses sont plus fluides, qu'il y a d'autres possibilités, pour tout un tas de raisons. Donc il y a un petit débat un peu complexe là entre donner plus d'importance aux femmes tout en renforçant un binarisme, ou bien peut-être inventer vraiment totalement de nouvelles formes qui nous permettent d'être ensemble sans que l'un des genres ait plus d'importance qu'un autre. C'est vrai qu'on a tendance à sous-estimer un peu l'impact de lire, par exemple, des noms de métiers genrés au masculin. Alors, dans toutes les propositions qui s'affichent derrière nous, et alors, je peux pas vraiment les décrire parce que c'est très graphique, mais vous avez des différentes idées pour représenter à la fois le féminin et le masculin dans la graphie de la langue. Ne figure pas sur cet écran le fameux point médian que tout le monde utilise et contre lequel il y a un véritable tollé, notamment dans l'éducation nationale. C'est interdit dans l'éducation nationale. Alors, parmi ces propositions, lesquelles ont le plus de potentiel? Moi, j'ai l'impression que le point médian, par exemple, c'est quelque chose qui est arrivé via les offres d'emploi, par exemple. Et à titre personnel, je me suis sentie plus concernée quand j'ai vu des offres d'emploi qui incluaient du féminin dedans, parce que je me suis dit, c'est peut-être un poste auquel je peux candidater. Et ça a cet effet-là aussi sur des jeunes femmes. On pose souvent la problématique de l'orientation des femmes dans les carrières scientifiques, dans les métiers, les fonctions importantes, les postes à responsabilité. Le fait de visibiliser, qu'on laisse de l'espace aux femmes pour ces professions, c'est effectivement peut-être une proposition intéressante. Est-ce qu'il y a des données sur finalement l'impact que ça a eu sur justement les orientations de carrière ou les effectifs dans des professions qui étaient traditionnellement masculines? Oui, je pense que Pascal a plein de trucs à dire là-dessus, mais je profite que j'ai le micro juste pour signaler qu'il y a que quand ça touche la question du genre, que lorsqu'on trafique la langue, ça embête les gens. Parce que vous pouvez faire des pluriels, vous pouvez faire des tentatives où vous voulez rendre compte du fait que chaque personne, qu'on peut avoir qu'on peut s'adresser soit à une personne au singulier, soit à des personnes au pluriel, en mettant des S entre parenthèses, par exemple. On peut faire on peut travailler sur la graphie de la langue
pour d'autres sujets que la question du genre, mais dès qu'il s'agit du genre, là, ça défrise, et là, ça embête. Donc, le point médian, peut-être que c'est embêtant parce qu'il faudrait le mettre dans les claviers, et il y a d'autres manières de faire, mais moi, je remarque ça, qu'on peut mettre des slash, on peut mettre des signes, etc., dans la langue écrite, mais c'est vraiment que lorsqu'il s'agit de rendre compte voilà, que le féminin existe aussi, que là, on va avoir des articles de journaux, que l'Académie française va hurler au meurtre de la langue. J'exagère à peine. Mais bon, je vais te laisser intervenir sur les noms de métiers. Mais en fait, je peux aussi ajouter par rapport à ça, le point médian, c'est une contraction. Hein, c'est la contraction. Donc, dès qu'on parle de contraction, c'est la contraction de quoi, en fait? En fait, c'est la contraction d'un doublet. Donc, si vous avez les musiciennes et musiciens, qui n'est pas beaucoup plus difficile à lire que les philosophes et les artistes, hein, donc c'est la même chose, des gens ont demandé de contracter, comme monsieur. Alors, je ne sais pas si vous l'écrivez toujours monsieur, ou bien vous faites M. Mais si vous faites M. Gigax me doit 300 FR trait d'union, bah, ça va, vous vous en sortez. Donc, on a l'habitude, on sait contracter. Donc, c'est ça qui est important, hein, toujours revenir à ça. C'est une contraction d'un doublet. Donc, comme en français, on a l'habitude de contracter, bah, au départ, on se dit, bah, j'imagine, il n'y a pas de raison pour laquelle on ne pourrait pas contracter cette forme-là aussi. Ça, c'est un point. Maintenant, ce qui est important par rapport à ce qui a été, à la recherche qui existe vraiment là-dessus, c'est la visibilité. Donc, il y a vraiment un impact très fort, enfin très fort, il y a un impact, ça dépend les âges, ça dépend les populations, ça dépend si vous avez un long texte, un court texte, un mot, etc. Mais il y a énormément de recherches, et cette recherche, elle montre que ces différentes formes, quand on les compare au masculin, il y a un effet de visibilité. Maintenant, si cet effet de visibilité a une influence sur les aspirations professionnelles, ça c'est une autre question. Mais nous, on la pose aussi, hein, mais il y a d'autres questions. Par exemple, est-ce que si vous mettez ces formes-là, des gens vont s'inscrire pour venir suivre des formations, des choses comme ça? Ça existe comme question. Mais la question de base, et c'est vraiment ça, hein, c'est la visibilité. Donc ça, on sait, ça a un impact sur la visibilité. Maintenant, tout le reste qui vient derrière, ça c'est une autre question, parce qu'il faudra mettre en place d'autres choses. La visibilité, ça ne suffit pas. Hein. Si vous présentez des role models, on les appelle, on les présente beaucoup pour les enfants, ça ne suffit pas en fait. On ne peut pas faire que ça. Ce n'est pas possible. Il faut que la société change, il faut que l'éducation change. Donc c'est ça qui est important. On a répondu... il y a quelques années, un article qui est paru dans le Figaro. Le Figaro, que certains, je le mets au masculin ici, certains linguistes considéraient comme étant un journal scientifique. À un moment donné, on avait un peu cette impression. Mais le Figaro titrait « L'écriture inclusive ne va pas empêcher un connard de battre sa femme ». En même temps, alors nous, on a répondu, le Figaro n'a pas voulu publier notre réponse, mais notre réponse était très simple. Les salaires égaux non plus. Les salaires égaux non plus ne vont pas empêcher un connard de battre sa femme. Mais ça ne veut pas dire que je vais m'arrêter, je vais arrêter de me battre pour les salaires égaux. Maintenant, ce qui est important, c'est toujours de remettre un petit peu quand même la base. C'est de dire que l'écriture inclusive par rapport au masculin va avoir deux effets. Alors je reviens là-dessus parce que j'insiste souvent là-dessus. Ça va avoir un effet de visibiliser d'autres catégories de genre, mais ça va également avoir un effet, et selon les contextes, de réduire la survisibilité des hommes. Donc ça réduit la survisibilité des hommes, ça améliore la visibilité des autres catégories de genre, et ça dépend. Hein. C'est un équilibre, ça dépend des populations, ça dépend de ce que vous testez, quelle est la mesure que vous prenez, etc., etc. Mais c'est ça qui est important. Après, on peut discuter de l'impact que cette visibilité va avoir sur le reste des aspirations, sur le reste de la société finalement. Ok, et je me pose une question et après je vais passer le micro dans la salle parce que je suis sûre que tout le monde a beaucoup de questions aussi. Pour les langues, alors déjà, est-ce que la différence de réception de ce langage inclusif, etc., elle est différente par exemple en Suisse, juste à côté? C'est le français aussi, la langue, mais est-ce qu'il y a une différence culturelle de réception et d'acceptation du langage inclusif en Suisse par rapport à la France par exemple? Alors en Suisse, en Suisse, on doit séparer en fait ce débat par rapport aux 4 langues qui sont là, et peut-être la langue qui a été la plus avancée sur ces questions, c'est le suisse allemand, puisqu'en Suisse allemande, on voit déjà dans les années 1990, on voit déjà des démarches très fortes de changement de pratiques langagières. Donc ça, c'est une chose. La Suisse romande
a probablement les mêmes réactions qu'en France. On vient de tester aussi au Québec. On pensait que peut-être qu'il y aurait une différence, mais au Québec, la même chose. Et en fait, que vous soyez en France ou en Suisse, les réticences sont expliquées par les mêmes facteurs, en fait, par le conservatisme, par le sexisme, et aussi un facteur important sur lequel on travaille beaucoup à Fribourg, c'est la méconnaissance, en fait. Les malentendus, le manque de connaissances. Moins les gens connaissent ce qu'est l'écriture inclusive, plus les gens sont contre, en fait. Ce qui est assez intéressant. Et ce qui nous pose beaucoup de questions par rapport à des soirées comme ce soir. C'est important, en fait, de discuter de ces éléments pour que les personnes puissent avoir un avis documenté. Et ça, c'est important. Donc, en fait, c'est un peu la même chose. La Suisse est un pays très conservateur. Je ne veux pas dire la France peut-être aussi, mais je veux dire, on a un peu les mêmes réactions. C'est les mêmes réactions, et on a aussi cette croyance, cette légende urbaine, cette fausse croyance que des institutions comme l'Académie française ont finalement quelque chose à dire sur ce sujet, ce qui n'est pas le cas, en fait. Donc, et en Suisse comme en France, beaucoup de personnes disent on ne peut pas utiliser ça parce que l'Académie française dit non, etc. etc. Donc il y a aussi ce conservatisme qui est lié à ça, en fait. J'en pose une dernière juste sur les langues qui n'ont pas de genre, du coup, binaire, enfin, qui ont des pronoms neutres. Est-ce que cette façon de parler traduit quelque chose de la société? Est-ce que c'est un choix politique? Enfin, à quel moment ça s'installe et qu'est-ce que ça traduit de différent dans les autres cultures qui ont des pronoms neutres, en fait? Est-ce qu'il y a des données là-dessus ou des études qui ont été faites Ouais, alors moi je veux répondre, mais là je dois quand même prendre un petit peu de temps pour répondre à ça, parce que c'est une question qui arrive souvent. Et si je me permets juste de reformuler aussi cette question un petit peu plus, de manière plus provocatrice, c'est: est-ce que les langues qui n'ont pas de genre grammatical ont des personnes qui sont moins sexistes, par exemple? C'est une question qui arrive souvent, en fait. Alors, il y a une chose déjà qu'il faut dire, après je vous dis comment on teste ça, mais la première chose, c'est que le genre grammatical marque le genre, mais ce n'est pas l'unique manière de marquer le genre. Ça, c'est important. C'est-à-dire, si vous allez regarder, vous dites en Angleterre, par exemple, il n'y a pas de marque grammaticale sur le nom. Il y a sur le pronom, mais pas sur le nom. Mais si vous allez chercher, vous mettez sur Google, vous essayez, vous mettez Football Association, et puis vous regardez sur quel site vous tombez. Et si vous voulez tomber sur des femmes qui jouent du football, vous devez mettre Female Football Association. D'accord ? Quand vous parlez de athlete, on voit des hommes. Si vous voulez parler d'une femme, on dit en anglais des female athletes. En turc, si vous parlez d'un enfant, c'est un enfant et une fille enfant. Vous voyez, donc il y a d'autres manières de marquer le genre. C'est ça qui est important. Donc il faut faire attention à ça. C'est pas parce qu'on n'a pas de genre grammatical qu'on n'a pas de manière de marquer le genre. Et c'est pour ça que cette question, parfois, on confond un petit peu ces choses-là. Maintenant, il existe 3 manières de tester le lien entre la structure grammaticale d'une langue et les niveaux de conservatisme ou de sexisme. La première, c'est de faire une analyse de structure grammaticale et la corréler avec l'égalité. Je ne vais pas vous parler de cette étude-là. Si ça vous intéressait, je peux vous donner la référence pour cette étude. Et une deuxième manière, c'est des analyses de corpus où vous analysez finalement les associations avec hommes, avec femmes, en termes de valence. Si les associations, dans ces corpus, si vous analysez des textes, ces associations sont plutôt positives, plutôt négatives. Les dernières études là-dessus semblent montrer que plus la langue a un genre grammatical marqué, plus les associations avec le mot femme sont négatives. Donc ça, c'est juste une analyse de corpus. Et la dernière manière, qui est pour moi la plus intéressante parce que c'est une manière très psycholinguiste de voir ça, c'est que vous prenez des personnes qui parlent 2 langues, une langue qui n'a pas de genre grammatical et une langue qui a un genre grammatical. Vous prenez ces personnes dans une même culture. Ici, la culture, c'est l'Estonie. L'estonien n'a pas de genre grammatical, le russe en a. Et vous prenez des personnes qui parlent estonien et russe, et vous les faites remplir des questionnaires de conservatisme dans lesquels il y a des questions sur l'égalité. Et ce qui est intéressant, c'est que quand les personnes répondent en russe, elles ont tendance à avoir des attitudes plus négatives envers l'égalité que quand elles répondent en estonien, mais pas sur les autres objets, du questionnaire, du conservatisme. C'est seulement sur le genre. Quel est le mécanisme ?
Ça, c'est une autre question. Maintenant, le mécanisme, nous, on pense que le mécanisme, c'est que le genre grammatical a tendance à tout le temps activer le genre, ce qui fait probablement ce qui exacerbe des processus mentaux qui sont déjà existants en termes de discrimination. Donc, on pense que peut-être c'est ça le mécanisme. Voilà, c'était une réponse très longue, désolé. Mais, Longue, mais à la fois synthétique et complète. Alors, je ne sais pas si vous vouliez compléter, Sophie, par quelque chose. Je propose qu'on passe un micro dans la salle pour prendre quelques questions. Comme ça, on laisse le temps à Hélène de finir un peu. Donc, s'il y a un micro à disposition, il y a une question ici, tout de suite. Et ensuite, une là et une là. Merci, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Pour répondre et éviter peut-être un mail avec notre interlocuteur de sexe masculin et suisse, et non moins suisse, pour répondre à la notion de les musiciens quittent la salle, je crois qu'il faut introduire une nouvelle notion, avoir conscience justement de la notion genrée et dire les musiciens, les instrumentistes quittent leur pupitre ou leurs instruments et sortent de la salle. Ça permet d'ouvrir à tous les genres. bien sûr, hein, vous utilisez ce qui s'appelle, ce qu'on appelle parfois un mot commun ou parfois que des personnes appellent un épicène. C'est un terme qui n'est pas marqué grammaticalement. Que vous devez mettre au pluriel parce qu'au singulier, vous avez un ou une, mais au pluriel, les mots ist, og, er, etc. sont des mots qui sont, d'ailleurs, vous regardez les guides d'écriture inclusive, souvent on propose ça en fait, de dire essayer de trouver une alternative qui est non marquée, et ces mots-là permettent de le faire. Les autres mots qui permettent aussi de le faire, que nous on appelle plutôt les épicènes, c'est une personne par exemple, ou un individu, ou des termes qui sont déjà grammaticalisés et qui ne changent pas de marque grammaticale. Merci. Et il y avait une question là-bas à gauche. Oui. Bonsoir, merci beaucoup pour cette conférence vraiment très passionnante. J'ai un petit commentaire et puis une question un peu provocatrice. Alors juste pour le point sur quand on range un peu, on dit toujours le masculin avant le féminin. Moi personnellement, enfin nous, dans notre famille, on a des jumeaux qui ont 16 ans maintenant. On a toujours pris l'habitude d'appeler le premier, c'est la fille, qu'on dit, ça s'appelle Inès et Adam. On dit toujours Inès et Adam, mais jamais Adam et Inès. Bon, je ne sais pas si, par rapport un peu à ce que vous avez dit tout à l'heure. Et puis, pour ma question, alors c'est une question un peu de science-fiction. Vous avez montré un peu qu'on peut innover en français pour un peu gommer un peu ce genre. Est-ce que, alors c'est très naïf, les langues, enfin le français a beaucoup évolué, donc j'imagine depuis des siècles et des siècles. Vous pensez combien de temps ça prendra un peu pour intégrer ce genre de choses et avoir quelque chose vraiment très moins marqué que maintenant? Combien de temps pour que l'Académie française accepte? Il y avait une question au milieu là, oui, je vous laisse répondre. J'en sais rien. En tant que linguiste, j'ai pas de boule de cristal. Je constate des évolutions. Je constate chez des journalistes, chez des politiciens, chez des personnes du monde politique, chez des collègues, chez les étudiantes et les étudiants. Je constate des évolutions à l'oral, à l'écrit. Voilà, dans certains milieux. Les évolutions pour une langue plus égalitaire, moins sexiste, elles sont parties d'une base militante, très souvent, de personnes qui comprennent qu'on ne leur fait pas assez de place dans la langue. Et ensuite, pour que ça se généralise, ça peut prendre très longtemps. Après, on peut avoir des usages qui sont non pas en concurrence, mais qui sont complémentaires. C'est-à-dire, moi, je pense que, en fait, la façon dont vous parlez, c'est aussi à qui vous parlez. Donc, dans certaines situations, peut-être vous aurez envie d'avoir un langage moins sexiste, une façon de dire moins sexiste.
Dans d'autres situations, vous aurez plutôt envie d'avoir une langue plus normative. Peut-être que votre recrutement est en jeu, peut-être que voilà, ça, l'image que vous donnez. Et donc c'est une question un peu compliquée. Je ne peux pas faire mieux que ça, mais peut-être Pascal. Non, non, mais la question, elle se pose également par rapport à l'évolution de manière plus générale de la langue. Puis comme on se rapproche un peu de Noël, je fais un peu de pub pour mes amis, mais il y a deux livres que je vous conseille vraiment sur l'évolution, parce que ce qui est intéressant de voir dans l'évolution du français, mais d'autres langues, c'est la même chose, c'est qu'il y a différentes forces. Il y a des forces qui sont associatives, il y a des forces d'usage, et il y a des forces prescriptives, comme des académies ou des choses comme ça, et des personnes qui essayent d'empêcher, en fait, la langue d'évoluer comme elle évoluerait normalement, en fait, ou naturellement. Christophe Benzitoun parle de si le français était une plante, ce ne serait pas une plante bio, hein, ce serait une plante transgénique. Tellement on a voulu lui faire, la faire avancer dans des directions qu'elle ne souhaitait pas. Donc là, Christophe Benzitoun a écrit un livre en tirant la sonnette d'alarme qui s'appelle « Qui veut la peau du français ?», pour justement dire peut-être qu'il faut qu'on se pose cette question. Votre question, il faut qu'on se la pose, mais de manière générale, parce que on enseigne beaucoup de choses aux enfants à l'école que les enfants ne vont plus jamais utiliser. Le subjonctif imparfait, par exemple, c'est un bon exemple. Puis du coup, Christophe Benzitoun dit la dernière fois qu'on a enseigné une langue que les gens ne parlaient plus après, cette langue est morte, en fait. Et c'est peut-être le moment de se poser votre question, mais de manière globale, en fait. Vraiment, comment faire évoluer, comment laisser cette langue un peu évoluer dans les directions qu'elle souhaiterait, qui seraient peut-être des directions plus naturelles. Donc Christophe Benzitoun, qui veut la peau... Il y a un collègue de Sophie. Voilà. qui veut la peau du français. Et bien sûr, Laëlia Véron et Maria Candéa, Le français est à nous, qui est un livre que tout le monde devrait lire. Vous avez le temps, hein, il vous reste quelques semaines encore, mais vraiment, c'est un livre qui explique bien et qui répondra bien mieux que nous à votre question. Il y avait une question au milieu. Ensuite, il y en a une là, et je pense qu'on va s'arrêter après. Non, oui, il y a quelqu'un qui a le micro. Oui, mais c'est... Oui, mais il faudra y aller parce que sinon, c'est très androcentré, les questions. Et si vous avez remarqué... Oh, on va juste poursuivre sur le tour de parole et s'il reste du temps, on revient vers vous. Je vous passe le micro juste après. Déjà, merci beaucoup pour votre présentation. C'était vraiment très intéressant. Et en fait, moi, je viens j'ai un point de vue très, très particulier. Je fais des études de langue. J'étudie l'anglais donc à l'université. Et je suis intéressée notamment à l'usage du langage en fait dans la poésie féministe et surtout dans la poésie décoloniale. Donc comment l'usage de l'anglais est utilisé par les femmes et les personnes de minorités de genre. Et du coup, je suis très familier avec l'usage de they, them en anglais, donc le pronom qui est vraiment inclusif, mais aussi le pronom pluriel. Et aussi, notamment aux États-Unis et au Royaume-Uni, ils ont déjà fait rentrer dans le système. On s'est questionné aujourd'hui aux États-Unis avec les élections qui viennent d'arriver, mais le marqueur de genre neutre peut être utilisé sur les papiers d'identité, etc. Et je me demandais, est-ce que vous pensez que, de par l'influence de l'anglais d'un point de vue mondial, est-ce que cette inclusivité et cette neutralité du langage, après vous l'avez précisé, le female athlete, etc., la binarité est quand même présente, mais il y a une certaine forme de neutralité qui, moi, m'intéresse et je me demandais ce que vous pensez de ça. Oui, vas-y. Juste pour le they singulier, il est utilisé jusqu'au 19e. Hein. Et jusqu'au 19e, au 19e, des grammairiens prescriptifs aux États-Unis et en Angleterre en même temps décident de le remplacer par le il générique qui a duré même pas un siècle en fait, puisque dès les années 1970, les gens commencent déjà à le discuter et on arrive au they. Il y a une question vraiment très intéressante qui se pose maintenant par rapport à ce they singulier, c'est est-ce qu'il est marqueur de neutralité ou est-ce qu'il est marqueur de non-binarité? Parce que ça, c'est une question aussi empirique en fait. Les gens l'utilisent parce qu'il permet la neutralité ou est-ce que les gens l'utilisent parce qu'il permet la non-binarité? Donc on a vu d'autres pronoms arriver en anglais aussi, le they, ze. Donc
on voit que cette question, elle est aussi présente. Puis pour nous, elle est vraiment fascinante de se dire, finalement, comment on utilise ces pronoms. Maintenant, juste pour répondre à votre question, nous, on fait des entretiens aussi en Suisse allemande par rapport à l'utilisation de stratégies, par rapport à la non-binarité. Et un des éléments qui arrive assez souvent pour l'instant, c'est que quand les personnes arrivent à un moment où dans leur langue, en allemand ou en français, aussi en français, les personnes doivent commencer à utiliser des termes qui sont difficiles à dégenrer. Les personnes passent vite à l'anglais, en fait. Et c'est même une stratégie pour des personnes pour pouvoir exprimer plus librement leur non-binarité. Ce qui est une stratégie assez intéressante qui rejoint votre question finalement. C'est que là, on voit une influence, en tout cas par rapport à cette stratégie-là. Votre question est l'occasion juste d'ajouter que cette préoccupation de dégenrer ou voilà, la langue, elle n'est pas franco-française. Voilà, et ça se passe dans beaucoup de langues. Hein. Voilà, en suédois, en espagnol, en portugais. Je ne vais pas toutes les citer, mais beaucoup de langues, beaucoup de gens, ce n'est pas les langues qui le font, s'interrogent sur la façon dont la langue nomme les genres. Il y avait une question juste ici. Alors si ça peut rassurer la personne à droite, il y a aussi des personnes non binaires ou à genre qui prennent la parole. On ne peut pas le savoir à l'avance. Pas de souci. En fait, c'est plus une remarque, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris, mais j'ai presque perçu une forme de défaitisme dans ce que vous disiez tout à l'heure en disant qu'il n'y a pas de manière de sortir du genre dans la langue française notamment. C'est plus un témoignage que je vais vous faire. Moi, ça fait 3 ans que je pratique le langage issu du système HAL. Je pense que vous le connaissez, de Hal Ferrats, une personne, Hal Ferrats qui était linguiste à Sorbonne Université et qui a apporté en fait beaucoup en secret dans la langue française. C'est-à-dire que ce qu'on a vu, les alternatives qui sont plus écrites, visuelles, Hal Ferrats propose un langage qui est dans les accords et dans la grammaire neutre et inclusive. Et pour reprendre par exemple l'exemple de tout à l'heure avec les musiciens, dans le système HAL, on propose par exemple les musiciens sortaient de la salle. Alors ce que j'ai juste envie de témoigner avec ça, ce qui est magique avec le terme musicien, c'est qu'il y a une forme de neutralité, c'est-à-dire qu'en fait on retrouve la fonction du mot. Quand on dit musicien, on ne parle pas du genre avant, on parle de la fonction, c'est-à-dire des personnes qui font de la musique. Et en même temps, il a une double magie, ce mot musicien, c'est qu'en fait, on inclut tout le monde. C'est-à-dire qu'on dit, en effet, les hommes, les femmes, les personnes non-binaires, les personnes à genre. Et donc, dans le système HAL, il y a toutes ces possibilités. Aujourd'hui, moi, je suis en fac de psychologie et je traduis en temps réel mes cours. C'est-à-dire quand les profs écrivent, je traduis tout. Les individus, je mets un X à la fin. Les sujets, si on parle de un sujet, j'écris en sujet, l'au sujet. Tout ça pour dire que c'est possible, en fait, de parler, de s'exprimer en français. Et je vais finir là-dessus parce que je pourrais parler des heures et c'est pas le but, pardon. Je crois que ce que ça questionne aussi sur l'utilisation des termes épicènes qu'on connaît, c'est l'intention qu'il y a derrière. Je crois que ça rejoint ce que vous disiez sur visibiliser les personnes non binaires. Quelle intention on met quand on veut utiliser, par exemple, un terme épicène connu ? C'était quoi l'exemple ? C'était les instrumentistes. On va avoir les instrumentistes sont sortis de la salle. D'ailleurs, comment est-ce qu'on accorde sortie ? Ou les musiciens sont sortis de la salle. Donc il y a vraiment toujours la question de l'intention qui est hyper importante. Et après, pour moi, c'est des questions d'émotion, de passé, de traduction, enfin de beaucoup de choses. Mais voilà, il y a un futur hyper chouette et réjouissant. Merci. Du coup, est-ce que vous vouliez reprendre la question ? Et on va s'arrêter là pour les questions. Je vous remercie déjà pour votre conférence là et de donner une voix féminine, enfin une voix aiguë un peu à ce questionnaire. Je trouve que c'est flagrant quand même. À plusieurs conférences, je remarque ça quand même, que les femmes prennent moins la parole. Les femmes ou les voix féminines, si vous voulez. Ma question, c'était sur l'évolution de la langue française. J'avais en mémoire des cours de linguistique où on parlait de la France et d'un problème de pureté de langue française que les personnes ne s'autorisent pas
à faire évoluer la langue. Et voilà, à chaque fois, on se demande, est-ce que ça se dit? Comment ça s'écrit? Et dès qu'on introduit une langue anglaise, ça va pas. Et l'idée que ça a toujours été comme ça, le français, c'était bien l'exemple de Molière, où on voyait bien que le François et autres, c'était vraiment différent. Comment laisser autoriser les femmes déjà, et les hommes, et les non-binaires, comment les aider à s'autoriser, à changer, à oser changer la langue. Je crois que vraiment, je ne sais pas si vous partagez ce point de vue et si vous avez des solutions. Je vais peut-être commencer. Déjà, je voudrais juste quand même dire qu'il y a des études en psychologie ou en sciences de l'éducation plutôt. On a un corpus de recherche assez important qui montre que, en tant que petit garçon, on apprend plus facilement qu'en tant que petite fille à prendre la parole en public. Ça se passe dans le cadre de l'école, ça se passe dans le cadre de la famille. Et donc, c'est assez logique que dans des assemblées avec voilà, des hommes et des femmes, on va garder encore un peu les étiquettes, effectivement, c'est plus difficile pour des femmes éduquées avec les assignations sociales de la féminité de pouvoir reprendre la parole en public. Donc ça, c'est avéré. Et c'est encore démontré là. Et alors, le français est une langue particulièrement contrainte. Il y a vraiment des attitudes très fortes sur la question de la pureté de la langue, de la correction. C'est historique, hein, ça remonte à très longtemps. Et c'est peut-être aussi un peu en partie lié au système, je ne sais pas. En tout cas, l'anglais a un abordage plus fluide. Dans la langue anglaise, on peut facilement transformer la fonction d'un mot en une autre fonction, faire d'un adjectif un verbe. Enfin, je dis un peu au hasard, mais je pense que tu me corrigeras. Mais vous voyez un peu l'idée. Et en voilà, on commente beaucoup en sociolinguistique que la langue française est particulièrement... il y a un raidissement autour de... Voilà, une cristallisation vraiment très forte de la notion de correction. Donc, ça remonte à des... Voilà, c'est historique, c'est social. Voilà, peut-être s'il n'y en avait pas une académie française, les gens se sentiraient peut-être plus souples. Bon, c'est une petite boutade. Non, je rejoins un peu ce que vous dites sur l'insécurité linguistique, sur le fait que cette insécurité, elle arrive, elle est très forte, mais on le voit aussi encore... je ne sais pas, je prends de nouveau l'exemple de Christophe Mendy-Toon sur l'école où des enfants, on leur fait faire des compositions, mais l'orthographe compte presque la même chose en fait. Et puis, du coup, vous avez des personnes qui arrivent très bien à argumenter, mais qui ont finalement des très mauvaises notes parce que ces personnes ont des orthographes qui ne correspondent pas à la norme. Ça ne veut pas dire qu'il faut ne pas faire d'orthographe, mais simplement peut-être que à l'école, on pourrait faire la part des choses, en fait. On pourrait, pour une composition, une argumentation, on pourrait, par exemple, ne pas compter l'orthographe. Et puis, déjà, peut-être, ça pourrait changer cette insécurité, ce formatage. Et ça, c'est une proposition de Christophe Mendy-Toon. Et réformer l'orthographe, là, on partirait encore... ouais, c'est ça. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a encore le temps pour une question, Margot, ou... Oui, encore une question ici à droite du coup, parce que je ne veux frustrer personne. Oui, bonsoir. Ça va rejoindre un peu le dernier point, mais comment réfléchir à la question de la dyslexie en rapport avec l'écriture inclusive, parce que c'est très souvent un contre-argument que j'entends par rapport à ça. Je profite de répondre parce qu'on travaille, nous, sur cette question-là. Et la première fois que j'ai entendu quelqu'un, un politicien, si je me souviens bien, qui disait qu'on ne pouvait pas utiliser l'écriture inclusive parce que ça allait poser des problèmes aux personnes dyslexiques, je vous promets que j'ai sauté de mon bureau en disant « Yes ! Enfin, les politiques s'intéressent à la dyslexie !» C'est incroyable. Et du coup, dans l'équipe, on s'est retrouvés autour d'une table et on s'est dit, allons-y, il faut tester en fait. Et puis, on va regarder dans la littérature ce qui existe, dans la littérature scientifique. Et il n'y avait rien. Il y a toujours pratiquement rien. Il y a des choses qui commencent à être publiées, mais il n'y a presque rien. Donc ça, c'est important déjà de le dire. L'autre question ensuite, quand on a commencé à mettre en place des expériences pour tester ce lien entre dyslexie et écriture inclusive,
on s'est vite rendu compte qu'on n'avait pas d'hypothèse, en fait. Et du coup, on s'est posé la question des hypothèses. On a écrit un article, si ça vous intéresse, je vous l'envoie volontiers sur ces hypothèses. Mais une chose est sûre, c'est qu'une grande majorité des outils d'écriture inclusive, donc la substitution par le groupe, l'utilisation des épicènes, va poser aucun problème aux personnes qui souffrent de certains troubles qui sont liés à la dyslexie. Ça, c'est sûr. Par contre, on peut se poser la question sur les formes contractées. Les formes contractées, c'est-à-dire le point médian. Et puis juste, j'essaie d'aller assez rapidement, mais cette forme contractée, ce qui est intéressant, c'est que si vous regardez le trouble qui est le plus courant pour la dyslexie, c'est le trouble de conscience phonologique. Donc, si vous lisez oiseau, monsieur, oignon, c'est l'enfer. C'est l'enfer. On retrouve ce trouble beaucoup plus en Angleterre qu'en Allemagne, par exemple. Parce que l'anglais est une langue opaque, l'Allemagne est une langue plus transparente, donc c'est plus difficile pour une personne qui souffre de ce trouble-là d'utiliser l'anglais. Et oignon, par exemple, le i dans oignon, il est terrible pour ces personnes-là, puisqu'on ne l'entend pas, bien sûr. Donc, pourquoi je dis ça? Parce que étudiant.e, pour des personnes qui souffrent de troubles de conscience phonologique, n'aura probablement pas beaucoup d'impact par rapport à d'autres choses qui sont justement la complexité arbitraire du français, les complexités grammaticales, orthographiques, etc., les réformes orthographiques. Le « i » dans « oignon », c'était le même dans Montaigne. Hein, on allait à la montagne. Si quelqu'un vous dit « je vais à la montagne », est-ce que vous lui dites « c'est pas possible de dire ça, t'es en train de tuer la langue ». Mais non, le « i », on pourrait l'enlever à la limite. Allez, je suis un peu provocateur ici, on va enlever le « g ». O-N-I-O-N, ça va beaucoup aider les personnes qui souffrent de troubles de conscience phonologique. Quoi. Alors maintenant, il y a un autre trouble, c'est le trouble de conscience morphologique. C'est le fait de dire chanteuse au pluriel, c'est chanteuse, donc c'est des femmes, c'est une femme, il y a un S, c'est au pluriel. Cette décomposition est parfois difficile pour certaines personnes qui souffrent de ce trouble de conscience morphologique. Mais on pourrait même penser que pour des adultes, en tout cas, le étudiant.e, agriculteur RIS, pourrait peut-être les aider en fait. Ça pourrait les aider, ça pourrait même améliorer leur lecture parce que ça peut les aider à cette décomposition. Par contre, c'est l'hypothèse qu'on émet pour des enfants qui n'ont pas encore maîtrisé le suffixe. Ça va être compliqué parce que RIS, ça veut rien dire en fait. Donc tant que RIS n'est pas associé automatiquement à agricultrice, ça va être compliqué pour ces personnes-là. Voilà, juste pour dire... Pour les personnes, je leur réponds souvent, si vous vous inquiétez vraiment pour les personnes apprenantes ou des personnes qui ont des troubles de conscience morphologique, phonologique, des troubles dyslexiques, battez-vous pour les réformes orthographiques, parce que ça va avoir beaucoup, beaucoup plus d'effet sur ces personnes-là que d'interdire le point médian, vraiment. Et du coup, c'est comme ce que je disais tout à l'heure, il n'y a que quand on questionne le genre que ça finit par déranger les gens. Voilà. Merci beaucoup. Alors, je vous propose de faire une dernière incursion en haut pour voir ce qu'a fait Hélène. Hélène, est-ce que tu veux commenter ce que tu as retenu de cette session de conférence? On attend que la transition soit faite. Je vais te donner le micro. Bonsoir. Alors du coup, il y avait une idée de construction de la langue qui m'a pas mal parlé quand j'ai préparé la conférence, donc j'ai fait des petits tampons pour pouvoir jouer un peu en direct, parce que c'est très compliqué de dessiner vraiment en direct. Mais oui, j'ai essayé d'attraper des phrases un peu clés, en me disant que les personnes qui pourraient rechercher par la suite ce que ça impliquait. Donc c'est très écrit, aussi parce que j'aime bien faire de la typographie. Donc j'ai pas mal suivi d'ailleurs les travaux de Bye Bye Binary. Je sais pas si du coup vous aviez montré une slide. Donc ce sont des travaux sur la typographie inclusive qui sont passionnants, si jamais vous avez envie de voir. Et je connaissais pas du tout le système Alferat, donc merci à la personne qui a... Ok. Alferat avec un Z. Ok. Je vais corriger ça. Et voilà. Merci beaucoup pour cette rencontre. C'était passionnant.
Merci, on peut applaudir Hélène. Et donc vous pourrez retrouver ces illustrations sur le site internet du Jardin des Sciences et sur l'article de la RCF. Alors pour conclure, je vais vous donner la parole. Si vous vouliez que les gens qui ont assisté ou écouté cet échange ne retiennent qu'une chose de ce soir, ce serait quoi ? Une ou deux, mais succinctement, quoi. Moi, je dirais que cette question est ancrée dans l'androcentrisme, vraiment. Et cet androcentrisme, c'est important de le comprendre, en fait, de le comprendre dans la vie de tous les jours, aussi dans votre quotidien, et que l'écriture inclusive améliore la visibilité, quel que soit le genre des personnes que vous voulez rendre visibles. Moi, je dirais que parler, c'est agir. Donc si vous voulez changer des choses dans le monde, vous pouvez essayer aussi en communiquant, en parlant et en utilisant les langues. Très bien. Donc retenons que si on veut changer les choses, on peut déjà commencer par le langage et la langue qu'on utilise. Je tenais à tous vous remercier d'être restés jusqu'à la fin de ces échanges. Merci et bravo à vous tous et vous toutes. Merci à nos intervenants, merci au Jardin des Sciences pour l'organisation de cet événement. La prochaine édition d'Epic Époque, ça aura lieu le 23 janvier, toujours au Planétarium, et le sujet sera de Baby Boom à Papy Boom. C'est quoi le vieillissement ? Voilà, sur ces derniers mots, je vous laisse. Bonne soirée à tous et à la prochaine.